Conseil de lecture numéro 6, les soviets en Russie de 1905 à 1921 d'Oscar Annweiler, paru chez Agon. Alors c'est un ouvrage très intéressant qui est paru il y a déjà un certain nombre d'années et avait été diffusé, traduit en français en 1972. Et cet ouvrage nous permet d'aller un peu plus loin dans la connaissance de la prise du pouvoir par les bolcheviks en Russie en 1917 et s'intéresse au phénomène des soviets. Alors les soviets, en français, ça veut dire les conseils. Et donc on connaît le nom d'Union des républiques socialistes soviétiques pour URSS, et on dit toujours les communistes ce sont les soviétiques. Et en fait ce livre décortique le phénomène des soviets en Russie, de ces conseils, qui sont apparus en 1905 pour la première révolution et réapparus en 1917 pour la grande révolution qui a mis fin à la dictature du tsar. Dans un premier temps, l'ouvrage revient sur la Commune de Paris en affirmant le fait que les soviets de Russie seraient les enfants de la Commune de Paris. Et il revient sur des erreurs d'analyse qu'aurait commises Karl Marx et sur lesquelles se seraient appuyés les bolcheviks en 1917. Alors les conseils ou soviets sont des formes d'organisation, d'assemblées populaires, comme on dit aujourd'hui, qui se créent dans des usines, dans des villes ou dans des campagnes, et échappent au jeu traditionnel des partis politiques. Et c'est bien dans cela que c'est intéressant, puisqu'on dit toujours les bolcheviks, les mencheviks, qui étaient dans le parti ouvrier russe, et donc ces soviets se sont créés en marge, notamment en 1905 pendant la première révolution. À ce propos, Lénine a eu un rapport ambivalent avec ces soviets, c'est ce que décrypte le livre, puisqu'il cite un extrait d'un écrit de Lénine qui met en avant les soviets, quand il écrit « Je me trompe peut-être, mais il me semble que sous le rapport politique, le soviet des députés ouvriers doit être envisagé comme un embryon de gouvernement révolutionnaire provisoire de l'ensemble de la Russie. » En même temps, et la position majoritaire portée par Lénine a été la suivante. Nous pouvons, et dans certaines conditions, nous devrons marcher avec des prolétaires inconscients. Mais jamais, dans aucun cas, nous ne devons oublier, ni laisser oublier que l'hostilité qui se manifeste au sein du prolétariat à l'égard de la social-démocratie est un vestige des idées bourgeoises au sein du prolétariat. La présence des socialistes dans des organisations sans parti n'est admissible que si l'indépendance du parti ouvrier est entièrement préservée et, condition obligatoire, que si le parti dans son ensemble dirige et contrôle ses membres et ses groupes délégués dans les associations ou dans les soviets sans parti. Par conséquent, dans ce livre, on découvre que les révolutionnaires de gauche n'étaient pas forcément favorables aux soviets locaux, notamment quand ils n'étaient pas encadrés par des politiques. Et donc ça, c'est un des principaux apports de ce livre, c'est la position des révolutionnaires politiques à l'égard d'un mouvement populaire qui leur échappe. D'un point de vue politique, la grande force de Lénine en 1917 a été d'utiliser les soviets qui existaient pour arriver à prendre le pouvoir. Au sein des bolcheviks, il était opposé à Zinoviev et Kamenev, qui, eux, ne juraient que par le Parti communiste. Ils ne pensaient que la prise du pouvoir ne pouvait émaner que du Parti communiste. Et donc, Lénine, tout en maintenant le rôle d'avant-garde du Parti communiste, utilise les soviets pour avoir la majorité et pour prendre le pouvoir. Et donc, ce livre décrypte tout ce phénomène, et permet d'avoir une autre vision sur les méthodes de prise du pouvoir des communistes
Et finalement, une fois la prise du pouvoir réalisée en s'appuyant sur les soviets, sur les conseils, donc les assemblées populaires de base, Lénine reboucle sa théorie en expliquant la théorie des courroies de transmission, qui définit les rapports entre les soviets et le parti. Le parti réalise la dictature du prolétariat, mais il ne la réalise pas directement. Il la réalise à l'aide des syndicats, des soviets et de leurs ramifications. Sans ces courroies de transmission, toute dictature, tant soit peu solide, serait impossible. Donc, on se rend compte que, en ayant l'intelligence et la finesse de pouvoir s'adapter à la situation russe en 1917 de la Révolution, et en s'appuyant sur des forces hors parti, dans lesquelles les bolcheviks ont été petit à petit majoritaires car les masses ont rejoint les positions bolcheviques. Ainsi, les communistes et les marxistes-léninistes ont pris le pouvoir en Russie. Et c'est donc le grand apport de ce livre, qui permet de comprendre cette position. Enfin, et pour revenir à l'actualité, on peut voir aujourd'hui, quand des mouvements spontanés éclatent, les partis politiques de gauche faire la fine bouche en disant « nous ne sommes pas représentés au sein de ces mouvements, donc il ne faut pas y aller, donc ce sont nos ennemis ». Et bien finalement, si on se rappelle de ce qu'a fait Lénine en 1917, on doit donc s'interroger sur le rapport aux mouvements spontanés qui peuvent naître du peuple et ne pas les rejeter systématiquement pour s'en servir et les utiliser aux fins de notre objectif de prise du pouvoir. Un conseil pour finir, lisez le livre « Les soviets en Russie 1905-1921 d'Oskar Annweiler ». Je pense que grâce à ce livre, vous verrez la politique d'une manière différente et les modalités de prise du pouvoir et de lutte aussi différemment.